Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Donc, voici les principaux titres. Journée mondiale de la lutte contre la traite d'êtres humains. Cette journée a été célébrée donc, dans la région du Tadjoura. Et en Palestine, la Palestine donc, va présider un groupe de 134 pays à l'ONU. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Contexte des flux migratoires et des défis croissants rencontrés, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de droits de l'homme ainsi que donc, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont joint leurs efforts afin de marquer la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains, soutenue par le programme Améliorer la gestion des flux migratoires qui est financé par l'Union européenne et le ministère donc, fédéral allemand de la coopération économique et du développement. 3 jours de célébration donc, ont marqué l'événement. Les activités sont globalement organisées par la Dutch Gesellschaft für International qui concorde donc ainsi la mise en œuvre de ce programme BMM dans toute la Corne de l'Afrique. Cette célébration hautement symbolique a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre de la Justice, celui du Commerce et celui de la décentralisation. Et ces journées donc du 28 au 30 juillet dans la ville de Tadjoura sont dédiées à la sensibilisation des jeunes sur la situation migratoire actuelle et à réfléchir donc ensemble avec les institutions nationales sur les défis rencontrés ainsi que l'amorce des solutions pour les relever, en particulier dans la lutte contre le trafic de personnes humaines. Il faut poursuivre des criminels, mais de l'autre côté, il faut aussi protéger les victimes. Et sur ça, on est aussi prêt à collaborer et soutenir des efforts du gouvernement de Djibouti, des efforts de la société civile et des organisations qui s'occupent de la problématique migratoire. L'Union européenne a vraiment monté une toute série d'actions régionales qui touchent en sens large la problématique. Et pour plus de précisions, écoutons également l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Larry André, qui s'est réjoui donc de la célébration de cette journée dans la région de Tadjoura. On l'écoute. Je tiens à remercier le gouvernement djiboutien pour ses efforts de ces dernières années visant à relever ce défi. Certaines des initiatives qui ont eu le plus de succès sont celles du ministère de la Justice. Au cours de l'année dernière, le ministre Moumin Ahmed Cheikh a nommé un procureur adjoint chargé des affaires relatives à la traite des êtres humains. Il a également autorisé l'organisation d'une formation complète pour les procureurs afin de mieux identifier les cas de traite. Ces efforts créent une infrastructure juridique plus robuste et plus efficace. En 2017, Djibouti a obtenu sa première condamnation pour un cas de traite. Nous adressons nos vives félicitations au ministère de la Justice de Djibouti pour cet accomplissement qui protège de cette forme d'exploitation toute personne vivant dans le pays ou traversant celui-ci. En fait, c'est un signal aux trafiquants que l'impunité n'existe plus ici. Le rapport annuel sur la traite des personnes de 2018 salue les progrès significatifs de Djibouti et place désormais Djibouti parmi les leaders de la région. L'ambassade des États-Unis est fière de collaborer avec les autorités gouvernementales djiboutiennes et les dirigeants de la société civile dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et plusieurs membres du gouvernement donc, ont pris part à ces célébrations, dont notamment le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, qui a rappelé encore une fois l'importance de la lutte contre la traite d'êtres humains. On l'écoute. Tadjoura aujourd'hui est de célébrer avec vous la journée mondiale de la traite des êtres humains dans cette belle ville de Tadjoura, ville historique et spirituelle. La traite des personnes, on ne le dira pas assez,
est un crime contre la dignité humaine. C'est un crime qui, conformément à l'article 7 de la loi numéro 133 AN 2016, 7e législature portant lutte contre la traite des personnes et trafic illicite des migrants, est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement ferme. Quand des enfants sont impliqués, la répression est beaucoup plus sévère. Une peine de réclusion de 10 à 20 ans d'emprisonnement ferme est prévue. Ces agissements odieux nous rappellent les ères sombres de l'histoire de l'humanité. Nous ne pouvons tolérer de telles pratiques. Nous ne pouvons tolérer que de telles pratiques perdurent de nos jours. C'est l'exploitation de la vulnérabilité, de l'innocence à des fins lucratives. À Djibouti, nous avons fait des progrès dans la lutte contre ce crime abject. Nous avons construit un cadre juridique robuste. Nous avons ratifié les conventions des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Nous avons adopté des lois, d'abord en 2007, ensuite en 2016. Nous avons durci les peines à infliger aux coupables de tels crimes. Mesdames et messieurs, nous avons mis en place des programmes de renforcement des capacités pour tous qui interviennent dans la lutte contre la traite des êtres humains. Également dans l'actualité, sous le patronat du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a été clôturé donc hier un événement célébrant la journée mondiale de migration en partenariat avec les programmes de bureau à Djibouti. Donc cette journée, dont la clôture intervient juste après une série de manifestations sportives qui se sont déroulées du 28 au 30 juillet à Tadjoura, a vu donc la participation de nombreuses personnalités de divers secteurs. Il est à souligner que cet événement a été célébré autour du thème Migrants un jour, humains toujours, protégeant nos semblables. Ainsi, la finale de football donc, a opposé les équipes du Sud, à savoir Ali Sabia et Dikil. Et c'est le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh, et le ministre délégué à la décentralisation, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne, Adam Koulash, qui ont eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et enfin, la rencontre a été donc remportée par l'équipe de la ville de l'Unité au tir au but face à la formation Assedjoug. L'autre derby féminine a opposé dans la discipline de handball la sélection d'Ali Sabia à celle de Dikil. Le coup d'envoi de la finale handball a été donné par le préfet adjoint Habib Djilani et le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Abdelradel, ainsi que le directeur des régions du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Omar Hassan Abdillahi. Cette fois-ci, donc, les jeunes handballeuses Assedjoug ont sauvé l'honneur de Aska en s'imposant face à la formation de Dikil sur un score de 6-4. Enfin, cette journée mémorable et riche en couleurs, organisée par le secrétariat d'État en l'honneur de la lutte contre la traite des humains, a pris fin par une remise de trophées aux heureux et heureuses finalistes vainqueurs. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu donc ce mardi dans son cabinet l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Larry André. A pris part à cette rencontre Hussein Rilash, secrétaire général par intérim et directeur de l'environnement et du développement durable, et les spécialistes des produits chimiques. Le ministre a tout d'abord mis en exergue les relations qui unissent Djibouti et les États-Unis, puis les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération avec les États-Unis dans les domaines de la pollution, du suivi de l'environnement et du renforcement de capacités dans le domaine de l'urbanisme. Et le ministre a rappelé que les États-Unis sont en train de réviser les programmes mis en œuvre à Djibouti en vue de les aligner avec la vision Djibouti 2035. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec l'UNICEF, a organisé un atelier sur l'opérationnalisation des termes de référence du comité technique multisectoriel pour le développement de la petite enfance et la conceptualisation de l'approche intégrée pour les centres d'éveil. C'est donc atelier qui va durer 2 jours, a pour objectif donc de s'inscrire dans le développement holistique de l'enfance et la petite enfance. C'est dans cette optique que des futurs centres d'éveil seront créés, un lieu d'accueil qui permet donc aux enfants de vivre une première expérience avec d'autres enfants en toute sécurité. Le développement de la petite enfance est l'un des investissements les plus judicieux pour faire rompre le cercle vicieux de la pauvreté et garantir un développement économique et humain. De moins de 5 ans sont à risque
de ne pas atteindre leur plein potentiel en raison d'une mauvaise nutrition et d'un manque d'accès aux services sociaux de base. C'est dans cette optique, en collaboration avec votre ministère, Madame la Ministre, que l'UNICEF a fait appel à l'expertise internationale qui a réalisé en premier lieu l'analyse de la situation des services dans les garderies et les crèches communautaires et dans les programmes préscolaires existants. Cette cartographie des capacités existantes a permis de savoir la mesure dans laquelle les parents et les communautés sont impliqués dans ces programmes afin d'en être à la fois les acteurs et les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, chers collègues, investir dans le développement de la petite enfance passe par l'intégration des services à la petite enfance. Ce comité technique qui est réuni aujourd'hui a pour mission noble de piloter l'approche intégrée dans quelques communautés stratégiquement ciblées pour démontrer les avantages de l'approche afin de passer éventuellement à l'échelle. Votre présence à cet atelier aujourd'hui contribuera, je n'en doute pas, à la mise en place d'une plateforme de coordination pour une approche intégrée de la petite enfance. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, a souligné que cet atelier qui va durer 2 jours est la continuité de l'atelier du 24 juillet dernier qui portait sur la restitution de l'analyse de la situation sur le développement intégré de la petite enfance. On l'écoute. Nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle. C'est dans la continuité du travail que nous avons eu le 24 juillet 2018 au Palais du Peuple. Le 24 juillet vous a été présenté un état de lieu des interventions, des actions et des programmes relatifs à la protection et au développement de la petite enfance que le gouvernement de la République de Djibouti réalise. Sur la base, et ce sont des propos, des informations, de la documentation recueillie de tous les départements ministériels du gouvernement de Djibouti. Il y a eu un aperçu relativement holistique des interventions que le gouvernement de Djibouti entreprend pour la petite enfance. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle-là pour continuer ce travail. Une fois que nous savons quelles sont les interventions que la République de Djibouti réalise, il faudrait qu'on rationalise, on mutualise, on coordonne nos actions afin de servir ce petit enfant. L'objectif de ce travail que le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec d'autres départements ministériels, entreprend, sont les suivants. D'abord, c'est l'implication et l'appropriation des interventions de tout à chacun concernant la petite enfance, de tout département ministériel. Il faut que chacun s'implique, s'approprie ces interventions. On peut rester dans un bureau, produire un document et dire on va le mettre en œuvre. Mais je pense que l'approche ne sera pas efficace et ne sera pas bénéfique pour la petite enfance. Donc la démarche que le ministère de la Femme et de la Famille a souhaitée, c'est d'abord consulter, se concerter, s'approcher des différents départements ministériels pour savoir quelles sont les interventions réalisées pour la petite enfance. Et dans le reste de l'actualité, la base humanitaire logistique du programme alimentaire mondial à Djibouti a abrité ce matin une cérémonie de remise de certificats de formation à une dizaine d'élèves malentendants scolarisés en première année du CAP, section peinture au lycée industriel et commercial du LIC. Donc la cérémonie a été parrainée par la représentante du PAM à Djibouti, Mutunta Shimuka, en présence du directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, ainsi que des hauts responsables du PAM et de l'ETFP. A noter que ces élèves de la section peinture en première année du CAP ont achevé un stage de formation d'1 mois effectué dans les locaux du PAM. Ces élèves malentendants donc ont d'abord été informés sur les différentes activités du PAM, puis ils ont ensuite matérialisé la vision qu'ils ont du PAM avec des images qu'ils ont dessinées sur les murs de l'enceinte de la base logistique du PAM. Ont matérialisé la vision qu'ils avaient de cette institution à travers des images qu'ils ont mis sur les murs de l'enceinte du PAM situé à PK20. Ces élèves-là ont travaillé tout le mois de juillet pour effectuer ce travail remarquable. Cela nous montre leur capacité à matérialiser à partir des informations reçues à travers la création en peinture.
Et pour sa part, le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelghadr Hamad, a rendu hommage à la représentante du PAM pour avoir offert cette formation à des élèves à besoins spéciaux. Il a exprimé ses sincères remerciements aux formateurs pour l'excellente qualité de la formation qui relève le niveau de connaissances et de compétences professionnelles à ces élèves à besoins spéciaux qui ont fait montre de tout leur talent dans le domaine de la peinture. On l'écoute. Je remercie l'ensemble de l'équipe du PAM pour avoir organisé déjà cette cérémonie et également la formation et le stage de nos jeunes étudiants. Comme vous le savez, c'est des étudiants à besoins spéciaux, donc c'est des malentendants. Donc c'est un geste non seulement au niveau pédagogique, mais également au niveau du cœur. Donc c'est un geste qui compte beaucoup pour nous. C'est un geste très important. Donc je voudrais également remercier le formateur qui les a encadrés et féliciter les jeunes qui ont participé donc à ce travail. C'est un magnifique travail qui a été fait. Donc je voulais les encourager à continuer dans ce sens. Et nous aimerions également, approfondir notre collaboration avec le PAM. Parce que comme vous avez dit, il y a plusieurs filières sur lesquelles nous travaillons. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau centre en logistique transport. Nous avons beaucoup d'équipements en logistique transport. Nous avons mis en place une filière cette année, l'année dernière, sur le CAP conduite routière, donc sur 2 ans, qui est prévu avec jusqu'au camion semi-remorque, donc conduite semi-remorque. Après 2 années de formation, ces jeunes seront capables de conduire. Donc on aimerait que les organismes nous aident à recruter ces jeunes, parce que c'est pas comme les autres jeunes, c'est pas vraiment facile pour eux de demander un emploi. Nous aimerions que les agences puissent nous aider à trouver du travail pour ces jeunes, pas seulement au niveau des organismes, mais aussi on aimerait que d'autres offices, comme les organismes autonomes, les offices autonomes même de l'État, nous souhaiterons que ces jeunes puissent avoir la possibilité de travailler. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un handicap, même s'ils continuent à travailler. On a vu la mention très bien cette année dans un major de la formation, de la filière comptabilité cette année. C'était un jeune de la classe de... Et enfin, nécrologie pour clore l'actualité nationale. Suite au décès de Feu Assi Aougouré survenu donc dans la nuit du samedi 28 juillet dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, et l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne adressent leurs condoléances les plus attristées à toute la famille de la défunte Assi Aougouré, notamment à son fils Ougoulé Kiflé Ahmed, ancien ministre parlementaire et aussi secrétaire général du parti Le FRUD. Et ils prient tous le bon Dieu d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Merci. Alors en Syrie, Asma, la ligne de séparation entre Israël et la Syrie passe sous le contrôle de l'armée syrienne. Oui, alors l'armée syrienne a annoncé hier avoir repris le contrôle de la totalité de la ligne de démarcation avec les forces israéliennes sur le plateau du Golan. Le régime contrôle désormais tout le sud-ouest syrien. L'armée syrienne donc s'est redéployée sur l'ensemble de la ligne de démarcation avec le Golan. On l'a dit dans un premier temps, l'armée syrienne a repris toutes les régions qui étaient aux mains des rebelles dans les provinces de Darra. Puis les troupes gouvernementales se sont attaquées à une enclave de 250 km² dans le bassin du Yarmouk, limitrophe du Golan et contrôlé par les djihadistes. Eh bien, ce lundi, l'armée syrienne a repris les dernières positions de la brigade affiliée au groupe État islamique, ce qui lui a donc permis d'arriver jusqu'à la clôture de sécurité installée par les Israéliens sur le plateau stratégique. Et avec cette nouvelle victoire, Ahmed, l'armée syrienne contrôle désormais l'ensemble du sud-ouest syrien. Eh bien, selon la province d'Idleb, au nord-ouest, une partie de la voisine limitrophe d'Alep et l'est du pays aux mains des Kurdes lui échappe encore. Et l'État de Palestine, Asma, va présider donc un groupe de 134 pays à l'ONU. Oui, le porte-parole adjoint de l'Organisation des Nations Unies, Farhan Nahar, a déclaré que l'ONU était impatiente de coopérer avec le groupe des 7-7 et sa direction alors qu'il commentait l'élection de la Palestine comme prochain président du bloc. Cette nomination plus symbolique qu'autre chose est toutefois une avancée politique pour les Palestiniens. Dans le même temps, elle fait figure de camouflet pour Israël, dont les positions sont rarement
suivi, voire vivement critiqué au sein des réunions des Nations Unies. Et bien, de toute évidence, ces élections sont entre les mains des États membres, c'est ce qu'a souligné le porte-parole adjoint de l'Organisation des Nations Unies. On le rappelle, le G77 est une coalition donc de pays en développement qui promeut leur intérêt collectif à l'ONU. Et au Zimbabwe, nous allons parler d'élections. Donc le leader de l'opposition au Zimbabwe revendique d'ores et déjà la victoire. Oui, le leader de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, revendique aujourd'hui une victoire éclatante aux élections générales, les premières depuis la chute du président Robert Mugabe. Au Zimbabwe, 5,6 millions d'électeurs Ahmed étaient appelés à élire leur président hier. Sur les 23 candidats, 2 se démarquaient. Il s'agit de l'actuel président Emerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Se basant sur un décompte des voix portant sur 10 000 bureaux de vote, l'opposant a tweeté ce mardi: victoire éclatante. Nous avons fait remarquablement bien contre l'actuel chef de l'État Emerson et nous sommes prêts à former le prochain gouvernement. Un total de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle, mais la course se joue, on l'a compris, Ahmed, entre l'actuel chef de l'État et le patron donc de la ZANU et le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Et enfin, Asma, nous allons parler de la Corée du Nord. Donc, il y a quelques jours, nous avons vu que la Corée du Nord était en train de démanteler ses sites nucléaires, mais n'a pas vraiment renoncé à ses missiles. Oui, la Corée du Nord, Ahmed, continue de fabriquer des missiles intercontinentaux, des missiles capables d'atteindre les États-Unis. C'est ce qu'a révélé le Washington Post en se basant sur des preuves recueillies par des agences de renseignement américaines. Un missile, voire 2, serait actuellement en construction dans un grand complexe de recherche à proximité de Pyongyang. Pour les experts, il ne s'agirait pas d'une augmentation des capacités de la Corée du Nord. À proprement parler, ce ne serait qu'une continuation des travaux déjà programmés par le régime. Merci Asma donc pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.